Maintenant, Gisèle Chaboudez, qui est donc vice-présidente d'Espace Analytique et psychanalyste, naturellement. Oui, non. Oui. On a changé de vice-président. Ah, t'es plus vice-présidente? Je suis membre C'était du quoi? bureau, mais pas depuis la dernière Assemblée Générale. D'accord. Dominique Tourès-Landman. Donc, il n'est pas vice-président. Qui ne sera plus jamais vice-président. Qu'est-ce que la théorie du patou chez Lacan et quels en sont les enjeux? Je passe tout de suite. Merci. Oui. Alors c'est... Pardonnez-moi, je suis un petit peu grippée. C'est un thème que je n'ai pas choisi de vous présenter sous cette forme aujourd'hui. C'est Marcos qui en a choisi le titre, mais ça me convient tout à fait. Et de parler donc de cette logique patoute, dont les psychanalystes souvent ne retiennent que le fait qu'elle s'appuie sur des formules mathématiques, de logique mathématique, qu'elle concerne les femmes et qu'elle est bien peu visible dans l'expérience. C'est un peu court. C'est un peu court, d'autant plus qu'elle est l'autre grande logique qui manquait en psychanalyse, mais bien au-delà de la psychanalyse. L'autre grande logique qui manquait face à l'omniprésence de la logique du tout, de l'universel, de l'Oedipe et son nom du père, avec sa castration, c'est ce que j'avais appelé les tragédies du tout, justement en venant travailler avec vous sur la tragédie, sa névrose, sa norme mal. Je partage avec Marcos le constat que s'il est bien d'entendre ce que les pensées queer et féministes ont fait entendre au monde, et ça n'est pas rien, et d'en débattre, néanmoins, les solutions lacaniennes encore méconnues, encore parfois méconnues, souvent méconnues, apportaient sur les mêmes questions des avancées beaucoup plus justes, et notamment en termes de patou, notamment en termes de cette logique. Cette logique patoute continue à réserver des surprises au fur et à mesure qu'on en creuse les termes, avec ce que j'accentuerai aujourd'hui en m'appuyant moi aussi sur le séminaire Au Pire de 1971, où elle est amenée et articulée en ses principes logiques et en sa fonction d'ensemble. Relire ce séminaire, en articuler certains points, en réarticuler certains points, fut pour moi un plaisir, notamment dans la mesure où il recèle entre deux grandes discussions logiques, cette percée soudaine de ce que j'avais appelé les mythes lacaniens, celui notamment d'une origine topologique du langage au sein du rapport sexuel. Il y a de ça une trentaine d'années, je n'en croyais pas mes yeux, tant ce mythe me semblait inouï, audacieux, cohérent. Or aujourd'hui, je mesure à nouveau, de façon plus étroite, combien il est en outre articulé au plus près de la logique patoute. Avec cette logique nouvelle que Lacan a créée, qu'il a bricolée, alors qu'elle n'était pas décrite auparavant, mais qu'elle était évidemment à l'œuvre depuis longtemps dans des positions subjectives qui se tenaient hors du discours pour une part, et qui de là émettaient des dires singuliers, unaires, plutôt que des dits universels. Une logique qui ne relève pas seulement du discours, ça ne veut pas dire qu'elle n'en relève pas du tout, vous le savez, puisque la position qu'elle déploie à la fois dépend du discours et de la fonction phallique par conséquent, et à la fois n'en dépend pas. Lacan a constaté, on le sait, que le patou convient le plus souvent aux femmes, que c'est le type de logique qu'elles adoptent volontiers, mais ça ne veut pas dire qu'elles le font toutes, et ça ne veut pas dire qu'elles soient seules à le faire, puisque des hommes le font aussi. C'est le choix inconscient d'un sujet, quel que soit son sexe, bien qu'il y ait jusqu'ici, ça peut évoluer, après tout, puisque ça évolue très vite. À l'heure actuelle, le nombre de femmes qui se placent en logique toute phallique. Lors de l'articulation minutieuse du principe de cette logique dans Séminaire Au Pire, le 8 décembre 1971, Lacan amène avec humour la notion de patou de la façon suivante. En poussant le constat définitif que le sexe ne définit nul rapport chez l'être parlant, ce qui est
est une définition simple de l'absence du rapport sexuel. Il souligne que ça ne consiste pas à nier la petite différence parce qu'elle est détachée très tôt déjà comme organe. Et il se sert d'une phrase qu'il a déjà mentionnée et qui fait son petit effet, comme il dit, pour introduire le patou. C'est l'assertion, je cite, « Tout animal qui a des pinces ne se masturbe pas ». C'est la différence, ajoute-t-il, entre l'homme et le homard. Fin de citation. Ça ne nie donc pas la petite différence, c'est-à-dire de l'organe, mais vous le remarquerez, ça décrit ses conséquences dans l'ordre d'une jouissance auto-érotique et non pas dans l'ordre du rapport sexuel. Il s'agit là de masturbation. Et c'est toute la question. L'enjeu ici n'est pas que ce soit drôle, mais que ça cache quelque chose. Lacan parle d'enjeux historiques, non pas évidemment, je cite, de ce que la phrase asserte, mais de la question qu'elle introduit au niveau de la logique. Ça y est caché, mais c'est la seule chose, dit-il, que vous n'en avez pas vue. C'est qu'elle contient le patou, précisément, ce qu'élude la logique aristotélicienne avec les prosdiorismes, tout, pas, quelque, etc. Fin de citation. Quelque chose en effet y est caché qui n'était pas apparu. Regardons en effet cette phrase. Elle a l'air de dire qu'un animal, n'importe lequel, qui a des pinces ne se masturbe pas, mais ce n'est pas ça qu'elle dit. Et cela n'apparaît pas tout de suite, c'est ça qui est fort intéressant. Il faut la relire et la laisser agir. Tout animal qui, etc., ne se masturbe pas. Venir en fin de compte, pas tout animal qui a, etc., se masturbe. Le tout réserve une place vide. Et associé au pas, il n'implique pas aucun, mais il implique pas tout. Ça s'entend très bien une fois qu'on y revient. Ce n'est pas, dit Lacan, nul animal qui a des pinces se masturbe, c'est non pas tout animal qui a des pinces, etc. Le patou n'est pas une universelle simplement négativée. Je cite, « Nous allons ainsi, sans plus de façon, au trou du système, c'est-à-dire à l'endroit où le réel passe par vous, et comment qu'il passe, puisqu'il vous aplatit. » Fin de citation. Vous aplatit, notamment de par ce fait, je le souligne, qu'on ne peut pas tout de suite, si on n'a pas la phrase en tête, et évidemment son écueil ou son patou, on ne peut pas tout de suite ressentir, voir, saisir la de cette articulation. C'est là que la logique patoute se détermine et se déploie préférentiellement. On peut même supposer que ce point de croisement de la double boucle, ce point hors ligne instable, est son lieu par excellence à la logique patoute. Le patou veut dire d'abord patou au même endroit, et par conséquent dans deux lieux à la fois dans la fonction phallique, la zone de discours, et à la fois hors de la fonction phallique, en dehors du discours, ouvrant accès à une jouissance qui relève du réel autant que de l'imaginaire. C'est d'ailleurs en ce point, en dehors du discours, que je l'ai fait remarquer plusieurs fois, Lacan considère que l'art, ce sont les femmes qui ont les hommes. Et on a donc un ajout en ce point-là, hors du discours, donc évidemment, encore une fois, pas dans les dits de l'universel, pas dans le discours, ça va de soi, mais dans les actes et dans les dires, on a cet ajout qui complète en quelque sorte les positions subjectives du discours, ou, je le rappelais tout à l'heure, les avoirs phalliques mettent la femme en position d'être. Voilà, donc on a les deux articulations qui définissent, dans certains cas, ce qui peut éventuellement mener à un rapport sexuel. C'est que ça s'articule sur deux plans, au moins. Lacan justifie ainsi son emploi de la logique en considérant que lorsque l'expérience analytique nous fait découvrir une faille du réel, ce qui est le cas avec le rapport sexuel, la logique est une voie qui permet un repérage, puisque justement la logique consiste à rapporter le langage à ce qui est posé comme réel. Et dès lors, il développe, selon des registres émergés de la logique, les conséquences de ce qu'il n'y a pas de rapport sexuel, ce réel qu'il va poser maintenant comme premier, et non plus comme une simple conséquence du langage. Le patouille a évidemment son lieu d'élection, qui s'écrit d'une barre négative au-dessus du quel que soit x, équivalent du tout dans les canteurs, et il construit cette nouvelle logique à partir de ce qui n'est pas. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, Dina, ce qui n'est pas, ce qu'il n'y a pas. Sa démarche prend là un tournant décisif, définitif, et elle se poursuivra en fait jusqu'à la fin,
il partira désormais de l'absence du rapport sexuel comme réel premier, avec la castration en son centre, réel d'où est posé le langage et d'où se déduit le phallus, et non pas l'inverse, ou plutôt que l'inverse, puisqu'encore une fois, les deux modes de causalité ne sont pas à trancher entre les deux sont vrais ensemble. L'inverse, c'est-à-dire partir du phallus, ce sont les bavures, disait-il, il le disait en 1980, vous avez ça en tête, les bavures qu'il s'emploie, les bavures, je pense plutôt que la bavure, qu'il s'emploie à éponger chez Freud, vous connaissez ça. Freud, je cite, lui part de sa cause phallique pour en déduire la castration, ce qui ne va pas sans bavure que je m'emploie à éponger. Lettre au monde du 15 janvier 80. Les éponger, ce qu'il a fait donc à partir de là, de façon extrêmement constante, les éponger ne suppriment ni n'annulent l'étape de Freud, c'est pas la peine de s'effrayer pour Freud. C'est Elisabeth Rodinesco l'autre jour encore qui disait il ne faut pas. Non, il ne faut pas s'effrayer. Il n'y a pas de quoi. Ça n'annule pas l'étape de Freud. Ça la relativise, ça la régionalise, ça la désuniversalise, etc. Tout ce dont on avait besoin. De là devient évident que le point d'exception à la fonction pour tout x phi de x, c'est-à-dire le cas indemne de castration, le père, est un mythe. C'est un mythe, dit Lacan, parce qu'il saute aux yeux en effet que phi de x ne marche pas au niveau de totem et tabou. Le père n'est pas châtré, sans quoi comment pourrait-il les avoir toutes? Vous vous rendez compte? Il n'y a même que là qu'elles existent en tant que toutes, car c'est aux femmes que ça convient, le patou. Le « il n'est pas vrai » que la castration domine tout. Vous voyez, fin de citation. Vous voyez la chance peut-être éventuellement au singulier, à certaines conditions, d'élaborer un rapport sexuel, ne s'approche que par voie de négation. Il n'est pas vrai que la castration domine tout. Il est évident également que toutes les femmes est un mythe, et notamment du fait que pas toutes ne sont pas toutes, tout simplement. Beaucoup sont toutes. Beaucoup sont toutes phalliques. Nombreuses sont celles qui choisissent la voie du tout, au moins transitoirement, et on le voit de mieux en mieux. Si les psychanalystes donc restent attachés à ce mât du phallus, à ce tout phallique, eh bien c'est aussi qu'ils veulent, je cite, j'en parlais l'autre jour, notamment donc avec Elisabeth Rodinesco, c'est aussi qu'ils veulent absolument être du bon côté, du côté du manche. Fin de citation. Vous voyez le poids que de telles formules ont dans les débats actuels. Il poursuit, je cite la suite. Alors pour le faire valoir, il faut absolument qu'ils montrent que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ça s'est déjà trouvé quelque part, que ça s'est déjà dit. Fin de citation. Vous voyez à quel point il fallait y penser, que se placer du côté du manche, ça veut dire parler de ce qui s'est déjà dit. C'est-à-dire à peu près la moitié des intervenants en psychanalyse. C'est quand même extraordinaire comme assertion. Il y en a certainement bientôt des émissions. Alors, la portée actuelle, après tout, de cette remarque se mesure constamment, car ce phallus, contrairement à ce que Lacan a toujours martelé, justement, n'est pas insignifiant, mais simplement insignifié. Et là se poursuit de façon décisive, j'espère définitive, sa déconstruction. J'espère parce que enfin, vous savez bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le reprend, ça. Hein? Très peu. Très peu. Cette déconstruction qui est extraordinaire, parce que quand même, nous sommes en 1971, à cette date, Lacan explique depuis 40 ans, 30-40 ans, que le phallus c'est insignifiant, que les mystères l'ont élevé à la fonction insignifiante, etc. Bon. Je pense pour ma part qu'il s'est en partie trompé et qu'il se rectifie lui-même. Mais je pense aussi... Hein? Tu penses aussi. Mais il y a aussi cette autre dimension qui est celle-ci, parce qu'il est vrai qu'il a idéalisé le phallus un temps. Hein. On le lui a reproché, mais c'est pas faux. Pas très longtemps, mais un temps. Et donc, il l'a pris pour insignifiant, en effet, très longtemps. Et il l'a rectifié à cette date, 1971.
Il dit ceci le 8 décembre 1971. C'est en tant que signifiant que le transsexualiste n'en veut plus, et non pas en tant qu'organe. En quoi il partit d'une erreur qui est justement l'erreur commune. Sa folie au transsexualiste est de vouloir se libérer de cette erreur, l'erreur commune, qui ne voit pas que le signifiant, c'est la jouissance, et que le phallus n'en est que le signifié. Fin de citation. Nombre de lecteurs, vous le remarquerez, en ont déduit que cette erreur était celle du transsexuel. Vous voyez comment on lit Lacan. Alors qu'évidemment, il insiste sur le fait que c'est l'erreur commune et que la seule chose que fait le transsexuel, c'est de vouloir s'en libérer chirurgicalement. Lacan s'en prend aussi, d'ailleurs, dans la foulée, à celle qu'il appellera homosexuelle, car elle, dit-il, ne risquait pas de faire cette confusion. Il se moque des précieuses, là. Il se moque des précieuses parce que, dit-il, elle ne risquait pas de confondre le phallus avec un signifiant. Voilà, c'est ça. Phi donc, il écrit phi de x, bien sûr. Et c'est donc au moment d'articuler en logique de façon extrêmement précise le patou que cette erreur commune du signifiant phallique s'aperçoit le mieux. Et c'est là, en tout cas, à ce moment-là, qu'il l'aperçoit. Alors, je pense aussi, moi, qu'il l'a cru quand même longtemps, que c'était un signifiant. Sa description du signifiant des mystères, ça va quand même très loin. Mais il y a aussi le fait que lorsqu'il réalise à ce moment-là que c'est un signifié et non pas un signifiant, il réalise à ce moment-là pourquoi il l'a cru que c'était un signifiant. Et s'il l'a cru, c'est parce qu'il y a une civilisation entière qui l'a construit, ce signifiant. Évidemment, ce n'est pas une erreur qui est tombée du ciel, ou plutôt si elle est tombée du ciel, c'est-à-dire qu'on l'a construite pas à pas. Vraiment pas à pas, et en effet à partir des mystères, c'est-à-dire dans la civilisation gréco-romaine. Instaurer cette erreur, cette confusion du phallus comme un signifiant à la place du véritable signifiant qu'est la jouissance phallique, la transmettre, donc cette erreur, la prolonger, la remanier, c'est, on peut le peser maintenant, une construction politique datée dans l'histoire et qui a changé profondément la nature du système symbolique. Le véritable signifiant à l'œuvre dans l'ordre symbolique, c'est donc la jouissance phallique, pas le phallus. Or, la jouissance phallique, vous savez ce que c'est celle qui est à l'œuvre au regard du signifiant phallique, ou en tant que signifiant phallique dans toute une série d'actions, de performances, de discours, bien entendu, puisqu'elle est massivement à l'œuvre dans la parole et les discours, mais c'est aussi ça qui est à l'œuvre dans l'orgasme, vous le savez, c'est son versant organique. Lacan, il viendra très tard, un peu plus tard, et c'était trop tard, il viendra très tard, en 1980, lorsqu'en 1980, il fait remarquer, dans Dissolution toujours, sa lettre au monde toujours, en parlant de l'organon féminin, d'où se produit, je résume, c'est pas une citation, d'où se produit la même jouissance que pour l'homme, bien qu'il soit, dit-il, fort mince, il évoque donc là manifestement la jouissance clitoridienne, évidemment, et c'était, l'ironie de l'histoire, c'était peu de temps, pas très longtemps avant que l'on découvre ou que l'on redécouvre l'organe clitoridien interne, vous le savez, qui a été découvert véritablement, l'échographie c'est 2010, les premières descriptions c'est 98, donc il n'était pas loin, un peu plus tard, il ne pouvait pas écrire, bien qu'il soit fort mince, parce que, effectivement, l'organe clitoridien interne, lui, est fort volumineux. C'est celui-là qui est promené en riant par les militantes féministes en procession, exactement comme le phallus était promené chez les Grecs. Donc elles se sont beaucoup attachées à son volume et à sa forme, il ressemble à un avion Concorde, vous le savez, mais par contre elles ont continué à méconnaître, comme elles méconnaissent la jouissance féminine, elles ont continué à méconnaître son incidence dans le rapport sexuel, et notamment, oui, c'est encore tout à fait méconnu par les travaux féministes, c'est pourtant disponible en toutes lettres chez Odile Buisson, qui a fait à partir de 2010 des échographies du coït montrant comment cet organe stimulé par voie externe, par le gland, donc,
augmenter de volume, et augmentant de volume, venait enserrer le vagin et lui transmettre sa capacité orgastique. C'est donc très vérifiable, à certaines conditions, bien sûr. Sait-on, c'est très intéressant tout ça, sait-on par ailleurs que Lacan avait en outre rejeté cette notion de l'anatomie comme destin, qui avait été portée par Freud, qui avait à juste titre, là aussi, soulevé des armées de militants. Et qu'il l'avait, Lacan, on en a fait notre thème de journée de l'année dernière, qu'il avait, Lacan, remplacé par cette notion, cette citation, l'inconscience et la politique, ce qui a évidemment de toute autre conséquence. L'anatomie n'est plus du tout le dessin, elle est la politique qui est décidée par, effectivement, de façon aussi inconsciente ou presque, que l'inconscient des sujets. La loi sexuelle, la loi phallique sexuelle. Ça, c'est l'inconscient, c'est la politique. Dont d'ailleurs, je l'ai souligné, le poisson est encore noyé par l'édition, la dernière édition qui vient de sortir. C'est dommage, de la logique du fantasme, c'est dommage. Parce que dans ce séminaire, Lacan disait, si, Alain le reprendre dans son introduction, il disait, si il est arrivé à Freud d'écrire quelque part l'anatomie, c'est le destin, quand nous serons revenus à une vue plus saine de ce que Freud nous a transmis, nous dirons non pas, même pas la politique c'est l'inconscient, mais l'inconscient c'est la politique. C'est la citation, pratiquement. L'édition du séminaire, et c'est dommage. C'est pourquoi j'avais demandé d'ailleurs un texte à Jacques Vanillard, il me l'avait promis, et puis il n'a pas renvoyé, il n'a pas dû le retrouver. A écrit, de même que Freud avait écrit quelque part l'anatomie c'est le destin, de même, quand nous serons, de même, écrase tout. Alors que c'est une opposition, c'est si et nous. C'est une opposition. Bon, on n'avance pas tous les jours dans la lecture de Lacan. C'est terrible, vraiment. C'est une longueur, d'une lenteur. Et par exemple, je termine là-dessus, connaît-on l'analyse par Lacan de comment on peut repérer que traînent de façon interminable les névroses des psychanalystes? Je cite, je le dis pour tous les analystes, pour ceux qui traînent, qui tournent, empêtrés dans leur rapport oedipien du côté du père. Quand ils n'en sortent pas de ce qui se passe du côté du père, ça a une cause très précise. C'est qu'il faudrait que le sujet admette que l'essence de la castration, que l'essence de la femme, pardon, ne soit pas la castration. Fin de citation. Si on était capable, en psychanalyse, de relayer, de discuter ces découvertes restées isolées, celles des mythes lacaniens dont j'ai parlé, celles que je viens de citer, eh bien, ces découvertes qui, à mon sens, devraient laisser les psychanalystes abasourdis et enthousiastes. On en est loin, il faut bien dire. S'il y avait quand même quelques psychanalystes ou autres, pour les reprendre, les discuter et les déployer. Cela changerait les choses. Je vous remercie. Alors, bon, c'est un exposé extrêmement riche, hein. On ne peut pas tout relever. Je vais relever juste quelques points. Déjà, l'expression tout au même endroit. Il aurait dû ajouter pas tout à l'endroit. Enfin, pas tout à l'endroit, parce que c'est toute la théorie lacanienne de l'envers aussi. Donc, il joue. C'est le mot endroit lui-même est équivoque. Sinon, par rapport au mar et les pinces, qui est un passage très sympathique. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Yorgos Lanthimos, le homard, The Lobster, quelqu'un l'a vu? Donc c'est l'histoire, il faut absolument le voir, hein. Ça commence comme ça, en fait c'est une dystopie burlesque sur du totalitarisme sexuel, et la première partie du film commence comme ça, on vit dans une société où ni le temps ni le lieu ne sont vraiment situés, donc on comprend bien que c'est une dystopie, et les individus doivent être en couple obligatoirement pour survivre. S'ils ne sont pas en couple, ils ne peuvent pas survivre, ils doivent se réincarner. Et seules peuvent faire couple les personnes qui présentent des traits similaires, de type deux personnes myopes, deux personnes qui saignent du nez. Vous voyez, donc ça, c'est une société de rapport. C'est-à-dire, ce n'est pas le désir qui oriente, mais le signe distinctif. Donc, c'est une société de rapport.
Donc regardez le film absolument parce qu'il traite exactement de cela et il s'appelle Le Homard. Donc ça tombe très bien, je ne pense pas qu'il ait lu Lacan. C'est effectivement très drôle parce que Lacan disait que là où il y a équivalence, il n'y a pas de rapport. Donc ils font rapport avec là où il n'y a pas de rapport. Donc regardez ce film parce que c'est une excellente illustration. Ça c'est d'une part. D'autre part, bien d'autres choisissent la voie du tout. Alors, effectivement, une femme peut tout à fait s'identifier à l'étalon phallique, c'est-à-dire faire comme l'homme. Faire comme l'homme, c'est être dans le monde, là où le féminin a un pied ailleurs. Elle est dans le monde, mais aussi un pied ailleurs. Elle est quelque part égarée dans le monde de la civilisation. Et une vraie femme a toujours quelque chose de perdu, d'égaré. C'est tout le contraire de l'inscrire dans son désir quand le rapport et l'enfant est de ce côté, c'est catastrophique. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de perdu, d'ailleurs, d'égaré. Et par conséquent, rester en retrait du pouvoir. Et je pense que le paradigme, selon moi, c'est la princesse de Clèves. Et j'ajoute paradigme de la posture du psychanalyste. Il y a une très belle phrase dans son séminaire encore où il dit « Il n'y a de femme qu'exclue par la nature des choses qui est la nature des mots ». Donc vous répondez à cette question, c'est-à-dire est-ce un effet de discours ou un effet de structure? Contrairement à ce que pensent les féministes, ce n'est pas un effet de discours, c'est un effet de structure. Donc s'il y a une infériorité sociale, et il y a, et on ne va pas se mentir, il y a, enfin du musculaire disons, il y a une infériorité dans ce sens-là. Elle compense en jouissance plus que les hommes. Donc c'est l'autre jouissance qui doit constituer la rivale du pouvoir et non pas le pouvoir revendiqué d'un même registre. Car c'est tomber dans le piège du faire comme. Faire comme, c'est-à-dire rester au niveau de la comparaison. Et c'est une valeur bien plus intéressante que celle de l'égalitarisme. Et c'est de cela dont il s'agit quand il traite de l'autre jouissance. Voilà, donc je complète par rapport, j'illustre. Oui, je suis d'accord avec beaucoup de choses de ce que vous avez dit, mais pas avec la question de la vraie femme. Alors la vraie femme, vous savez que c'est une citation qui date de 1958, c'est-à-dire le séminaire Les formations des inconscients, c'est-à-dire bien longtemps avant l'abord de l'autre jouissance. La vraie femme, c'est une chose que, cette expression, qui est évidemment celle de Lacan, qui a été longuement commentée et qui a été reprise à propos de Madeleine et donc de Médée, il faut la situer, me semble-t-il, c'est en tout cas comme ça que je l'ai interprété, dans son contexte. Dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire la psychanalyse internationale, il se moquait fort, Lacan, de la psychanalyse internationale. La psychanalyse internationale ne jurait que par l'anatomie, c'est le destin, vous avez tous ça en tête, et ne jurait que par le fait que la vraie femme, c'est celle qui accepte de ne pas avoir le pénis, et en ce sens d'être castrée. Vous savez, je l'ai mentionné tout à l'heure de toutes les façons possibles, que ça n'est pas du tout là la définition chez Lacan de la castration. Lorsqu'il disait donc la vraie femme, je pense que c'était ironique. C'était ironique parce que dans ce contexte, il s'est moqué de l'usage et de la définition de la vraie femme par la psychanalyse internationale à ce moment-là. Et lorsqu'il dit la vraie femme, elle a toujours un air un peu perdu, égaré, voilà, c'est ça. Égaré, voilà, c'est ça. Eh bien, il situe là cette définition de la vraie femme dans ce contexte, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout encore la définition pour lui de la jouissance proprement féministe, c'est-à-dire de l'autre jouissance. Et lorsqu'il définira l'autre jouissance, il ne sera plus jamais question de cette expression idiote de vraie femme. Elle est idiote, cette expression. Non, je la trouve pas mal, moi. Elle fait résonner. Non, mais c'est vrai. Elle fait résonner beaucoup d'élan lyrique. Oui, En elle est plus très ou en bonne. moins. Il y en a des fausses alors, il y a des vraies, il y en a des fausses. Mais Oui, bien c'est sûr, ça, il faut la ramener à son contexte. Ah Son oui, contexte, ça. c'est celui de la définition Il y en a des vrais, il y en a internationale. des faux. Ouais, je sais. Et il y a En tous les cas, c'est pas, Il l'a plus jamais utilisé. c'est pas le séminaire 7, c'est dans la jeunesse de Gide qui parle de Madeleine. Eh bien, c'est dans les et deux de la- parties. Oui, non.
la vraie femme dans son entièreté de femme, Ça, c'est dans ça, Gide. c'est Gide. Et c'est celle le qui a les un moment- carrés, c'est dans les formations Oui, d'inconscient. voilà. C'est C'est dans autre les deux. chose, mais c'est pas le même. C'est pas les mêmes moments. Oui, mais il s'agit pas- de vraies femmes dans les deux. Oui, oui, c'est juste, oui. Mais Dans le enfin, même il n'y contexte. a pas la vraie femme, disons, Madeleine, vraie femme dans son entièreté de femme qui, au motif de la tromperie de son mari, dont on a parlé ce matin, brûle les poulets de Gide à Madeleine. Elle vise donc, pour le fait d'être trompée, la douleur de son mari, Gide. C'est à peu près l'équivalent de Médée, effectivement, quelques siècles plus tard, qui tue ses enfants. Alors, c'est ça, un c'est équivalent, assez et je le intéressant. souligne, Oui. c'est un équivalent Un ironique. équivalent. C'est Non, un mais é- c'est toi qui dis qu'il. le recel, on peut dire le recel du patou. Cette place cachée est une bonne façon d'introduire la logique du patou, car c'est bien ça qui se passe. Elle est volontiers cachée au regard du discours, alors qu'elle le détermine en partie. C'est pourquoi j'avais intitulé, par exemple, une intervention au forum du champ lacanien l'année dernière, le silence du patou. Évidemment, c'était équivoque, puisque le silence du patou, c'est quelque chose qui évoque aussi le silence qu'on lui impose. Et c'est aussi le silence qu'il comporte. Il s'agit pour Lacan, avec ce patou, de faire la jonction, telle qu'il le dit, de la logique et de la fonction phallique, qui règle, dit-il, notre expérience, et qui va précisément de pair avec le fait qu'il n'est pas possible d'écrire le rapport sexuel. Car effectivement, ça va ensemble. Ce rapport sexuel qui n'est pas au sens où on ne peut pas l'écrire, puisque c'est comme ça qu'un rapport se définit, au sens mathématique, détermine tout ce qui s'élabore d'un discours rompu dont il dit, je cite, « J'ai cru pouvoir poser et écrire comme en mathématiques la fonction qui se constitue de ce qu'il existe la jouissance appelée jouissance sexuelle, qui est proprement ce qui fait barrage au rapport sexuel. » C'est la fonction phi de x. Fin de citation. Vous trouvez ça dans Empire. Je ne vais pas citer au fur et à mesure les pages, elles seront disponibles, je ne veux pas alourdir l'exposé. Elles seront disponibles puisque je crois que Marcos recueille les textes ensuite. Oui, oui, tout à fait, tout ça sera publié dans signe.net. Voilà. La fonction phallique est donc mot à mot la fonction qui se constitue de ce que la jouissance sexuelle fait barrage au rapport sexuel. On ne peut pas être plus clair. Elle se substitue à cette jouissance, et cette jouissance, la jouissance sexuelle, c'est en quoi Lacan dit, oui, Paul, il est là-bas, c'est en quoi Lacan dit que la jouissance sexuelle n'existe pas, mais parce qu'elle n'est pas sexuelle précisément. Elle ne conjoint pas de sexe précisément, cette jouissance. Donc, elle se substitue à cette jouissance qui ne se contente pas de ne pas former un rapport entre les sexes, elle ne fait pas rapport, d'accord, mais en outre, elle l'empêche. Elle va plus loin. Elle l'empêche, elle y fait obstacle. Et la fonction phallique qui s'y substitue, de même, la fonction phallique ne se contente pas de ne pas former un rapport entre les sexes, elle l'empêche, en tout cas, là où elle est exclusive, c'est-à-dire dans le versant pour tout de la fonction. C'est aussi massif que ça. La jouissance sexuelle comporte une non-conjonction organique, ainsi qu'une non-complémentarité psychique sur les deux versants. Elle n'est pas seulement ce qui ne permet pas de produire un rapport entre les sexes qui soit sexuel, elle est celle qui l'empêche. Ça n'est pas seulement une non-conjonction, c'est une disjonction. Elle l'empêche activement. Vous n'avez qu'à voir comment les masculinistes s'activent à l'heure actuelle pour savoir que c'est un empêchement actif, tout à fait actif. Elle l'empêche activement, elle s'active pour l'empêcher, comme le fait la fonction phallique. Le siècle dernier avait mis l'accent sur un problème de la jouissance sexuelle sur le plan organique, mais il en a fait un problème sexologique et militant. C'est pourquoi d'ailleurs Lacan s'est en partie moqué de leurs résultats. Mais en même temps, il en a repris certains. Ils en ont fait un problème sexologique et militant de nature essentiellement idéologique, ce qu'il est aussi, mais pas seulement. Au moment d'ailleurs où recule massivement l'influence du christianisme, l'annonce lacanienne de l'impossibilité d'écrire ce rapport et donc de son absence, l'impossibilité qu'il soit, contribue
après tout, après coup, a éclairé une des raisons massives de l'interdit chrétien de cette jouissance sexuelle, avec sa définition du rapport sexuel chrétien, c'est-à-dire du rapport chrétien, celui qui n'admet qu'un rapport, vous le savez, destiné à produire des enfants avec ce que forme le verbe et la parole. C'était ça la définition du rapport chrétien, du rapport sexuel chrétien si on veut, et en écartant le sexuel, après tout, il évitait avec beaucoup d'efficacité une confrontation au non-rapport dans le champ de la jouissance sexuelle. C'était très efficace. Une fois que l'interdit a disparu, vous savez combien ce non-rapport affleure partout, commence à être patent partout. L'écriture de la fonction phallique chez Lacan imite donc une fonction mathématique en s'appuyant, il le dit, sur cette mutation qui au XIXe siècle a appliqué la logique issue d'Aristote aux signifiants mathématiques. Les propositions qui en résultent ne fonctionnent plus comme des syllogismes. Je cite, la négation, on ne peut pas en user d'une façon aussi simplement qu'on le fait dans la logique des propositions, où tout ce qui n'est pas vrai est faux, et où, chose énorme, tout ce qui n'est pas faux devient vrai. Fin de citation. Selon le versant où elle est toujours satisfaite, cette fonction phallique, où elle vaut pour tous, selon le versant du pour tout x phi de x, eh bien c'est là particulièrement que la fonction phallique empêche ce rapport, empêche le rapport sexuel. Lacan dit ceci, ce x à la place du trou que je fais dans le signifiant, j'y mets le x comme variable apparente, ce qui veut dire que chaque fois que je vais avoir affaire à ce signifiant sexuel, c'est-à-dire à ce quelque chose qui tient à la jouissance, j'aurai affaire à phi de x. C'est-à-dire la fonction. Alors, évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'on trouve cette définition chez Lacan, elle est claire. Tant de choses qu'il ne faut pas l'oublier. Il poursuit, j'aurai affaire donc à phi de x, c'est-à-dire la fonction qui s'appelle la castration. On a tellement l'habitude d'entendre citer, nommer, présentifier le phallus qu'on oublie qu'il est, si on peut dire, la conjuration de la castration. Lorsqu'elle est à l'œuvre pour tous, cette fonction, et pour toutes, donc en logique du tout, la fonction phallique, celle qui conjoint un sujet à son objet, comme le fait le fantasme, prend la place du rapport sexuel, alors qu'elle n'est pas la fonction du rapport sexuel, mais celle qui en rend l'accès impossible. C'est une citation. Elle veut dire que pour tout ce qu'il en est de l'être parlant, le rapport sexuel fait défaut. Une citation. Une des définitions, d'ailleurs, là aussi les plus claires, je trouve, de Lacan sur l'absence du rapport sexuel, claire au sens où elle en manifeste l'enjeu. C'est souvent tellement obscur, en effet, l'approche de Lacan, que moi je m'attache généralement aux définitions qui permettent de peser l'enjeu, si on ne peut pas tout à fait peser la signification de ce qu'il dit. Et bien celle qui permet d'en peser l'enjeu, c'est lorsque, en 1972, il fait remarquer qu'il ne semble pas qu'on se soit aperçu de la différence qu'il y a entre ce qui serait un rapport sexuel, notamment au sens mathématique, c'est-à-dire qui s'inscrit, et une loi sexuelle. Une loi sexuelle qui s'énonce, telle qu'il la mentionne souvent en riant, en se moquant, qui s'énonce au nom de l'homme, on est ce qu'il y a, on a ce qui est, l'objet féminin, et qu'il appelle, vous le savez, une fiction simplette. On ne s'est pas aperçu de la différence qu'il y a entre un rapport sexuel, notamment au sens où ça veut dire un rapport, un, qui soit sexuel, et non pas un rapport de pouvoir, et deux, un rapport qui soit entre deux sexes, et non pas au sein même d'un seul sexe, où un sexe est évoqué avec son objet. C'est des choses massives, vous voyez, mais c'est entre autres là-dessus qu'il s'appuie. Sur ce premier versant logique, du côté du pour-tout de la névrose et de sa norme mâle, selon une logique oedipienne donc, il n'y a que cette fonction phi de x, c'est-à-dire cette fonction de la castration, et elle vient toujours à la place du rapport dont elle rend l'accès impossible. On voit la portée massive de l'introduction de la fonction phallique écrite avec les canteurs en logique toute, se substituant donc au rapport sexuel qui n'a pas, elle l'empêche. Ce rapport sexuel au sens lacanien impliquant de fait un rapport donc qui soit sexuel entre deux sexes
Et c'est bien sûr dans l'universel qui n'existe en aucun cas et ne peut en aucun cas s'écrire. Si on prend d'un côté l'universel des hommes et de l'autre l'universel des femmes, et qu'on essaye d'établir entre les deux un rapport, c'est là qu'on est absolument certain de ne jamais y arriver. Il y a dans cette logique toute phallique, on le sait, un point où cette castration est niée, cette castration qui empêche le rapport sexuel. Un point où cette castration qui est niée, c'est bien sûr son exception, c'est son exception paternelle, c'est son mythe fondateur, c'est sur le versant de la logique pour toutes. Là, il y a un point où la castration est niée, et puisque très simplement Lacan oppose fonction phallique, donc castration, et rapport sexuel, comme éventuellement possible, c'est là qu'il y aurait chance de rapport sexuel au niveau du père. On sait bien d'ailleurs que c'est exactement le mythe qu'on lui prête. Que le père, lui, soit capable de rapport sexuel, par exemple, en ayant toutes les femmes. N'est-ce pas? C'est le mythe qu'on lui prête. Mais comme c'est un mythe, précisément, ça ne l'engage pas beaucoup. C'est ainsi, en étant cette exception qui échappe à la castration, que l'on sait maintenant que cela lui permet d'être l'agent ça lui permet de faire la fonction d'agent, de tenir la fonction d'agent de la castration de tous. Alors, par contre, je viens d'évoquer là rapidement le versant pour toutes de la logique de la fonction phallique, mais on ne connaît pas encore bien l'autre versant, en effet. L'autre versant de cette double causalité inverse, on ne connaît pas encore ce que ce non-rapport à l'inverse a causé comme langage, a causé de ce qu'il a causé le langage, et qu'il continue de le faire, bien sûr, puisque c'est une fois, et c'est toujours vrai, il continue de causer le langage, ce non-rapport. Tu l'évoquais tout à l'heure, mais en effet, c'est quelque chose de parfaitement synchronique en même temps. C'est là que s'articule l'enjeu de la logique. C'est là. Elle s'introduit donc par sa négation, non pas de la proposition universelle, mais du tout lui-même, c'est-à-dire le quel que soit. Ce qui fait tout dans la logique des canteurs, c'est le quel que soit. Il en résulte une non-exclusivité de la fonction phallique, de la castration, et là, il en résulte donc une chance laissée peut-être à ce qu'un rapport puisse s'élaborer, en aucun cas universel, bien entendu, mais un par un. C'est lors de la... peut-être, hein, c'est une éventualité, c'est en aucun cas une assertion. C'est lors de la même année de séminaire 1971 que cet autre versant exigible, renversé donc par rapport au premier, est articulé par Lacan, complétant une double causalité à l'œuvre. Le langage, avec notamment son interdit de l'inceste et sa castration, est responsable du défaut du rapport sexuel entre les sexes. Ça, dans le champ lacanien, on le sait. Mais en outre et à l'inverse, ce qu'on ne sait pas toujours, le langage est causé par ce défaut du rapport, il est appelé par ce non-rapport comme réel. Donc il faut concevoir topologiquement en une double boucle inverse cette autre causalité renversée entre langage et rapport sexuel, tel qu'on l'entend clairement, par exemple, dans la citation que j'extrais ici, page 44 de Pire. Si la valeur, dit-il, du partenaire autre, celle que j'ai désignée par l'homme et la femme, est inapprochable au langage, c'est très précisément en ceci que le langage fonctionne d'origine en suppléance de la jouissance sexuelle. Fin de citation. Il avait déjà fait remarquer qu'un signifiant peut servir à tout, sauf justement là où il a été occasionné, c'est-à-dire appelé, posé. Le discours participe à ce défaut du rapport, donc certes, et le reconduit, notamment en vidant l'être de l'un des partenaires sexués pour y substituer la fonction de l'autre, et plus encore, ce que nous trouvons dans les termes de la loi sexuelle, en mettant un objet à la place de cet autre. Une loi que Lacan appelle, donc je l'ai dit,
fiction simplette en voie de révision, et par rapport à laquelle, fort tardivement, c'est-à-dire beaucoup plus tard, ça a été énoncé, le deuxième sexe de Beauvoir, dont vous savez qu'il date du milieu du siècle dernier, de 49, il lui opposait, il lui a répondu beaucoup plus tard, puisque sur l'instant, vous savez, ça a été une rencontre manquée, il considérait qu'il lui fallait quelques mois d'entretien pour évoquer avec elle les principes psychanalytiques du féminin, disons, alors qu'elle était pressée et il lui en accordait quelques 3 ou 4. Il a donc, comme il le dit, refusé cet honneur. Comment lui répond-il quelques 50 ans plus tard? Non, pas tout à fait, 30, 40. Il dit ceci: il n'y a pas de deuxième siècle. Zut. Il n'y a pas de deuxième sexe à partir du moment où entre en fonction le langage. L'hétéros est dans la position de se vider en tant qu'être pour le rapport sexuel. C'est précisément ce vide qu'il offre à la parole que j'appelle le lieu de l'autre. Fin de citation. Il n'y a donc pas de deuxième sexe parce qu'il n'y en a qu'un dans le discours. Et il n'y a d'ailleurs pas même cet autre dont il parle là, c'est-à-dire cette place d'où se vide l'être du partenaire, mais qu'il y a seulement, comme il le dira jusqu'à la fin, à partir de là, il y a de l'un, il y a seulement l'un et quelque chose, un objet qui représente l'autre, qui vient à la place de l'autre. Le deux du sexe y est absent, il n'y a donc pas de deuxième sexe, en ce sens. À cette date, Lacan constatait une méconnaissance de ce non-rapport sexuel chez les psychanalystes. Il se moquait d'ailleurs de sa façon de soutenir le conjugal dans son expérience, et il nommait même silence institutionnalisé, je cite, la méconnaissance de ceci, que son expérience lui répète, je pourrais même dire, lui Serine, qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Fin de citation. On n'est pas sûr que ce silence ait cessé ailleurs que dans le champ lacanien, tant la plupart sont embarrassés par cette béance de l'expérience. Il n'est pas sûr non plus d'ailleurs que dans le champ lacanien on en ait jusqu'ici mesuré toute la portée. Selon l'étymologie commune de Serine avec sirène, Lacan s'amuse en ajoutant, c'est sans doute, je cite, c'est sans doute pour cette raison que le psychanalyste, comme Ulysse le fait en telle conjoncture, reste attaché à un mât, lui restant enchanté, c'est-à-dire l'entendant tout de travers. Il faut qu'il reste attaché au mât dans lequel vous ne pouvez pas ne pas reconnaître le phallus, c'est-à-dire le signifié majeur global. Fin de citation. Vous pesez l'enjeu de cette position de 1971. Vous la pesez notamment au regard des débats actuels, où les discours, vous le savez, les discours militants de nos sociétés occidentales exigent d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce phallus dont à cette date, Lacan, vous le voyez, riait déjà. Il riait déjà beaucoup plus tôt du phallus que 1971, mais particulièrement à cette date et sous cette forme. Il riait déjà et il l'appelait déjà insignifié et non plus insignifiant, je vais y revenir. Il riait parce qu'il avait trouvé l'issue, rectifier l'erreur commune qui prend le phallus pour insignifiant et élaborer, et non pas insignifié qu'il est, et élaborer une logique qui ne dépend pas totalement du phallus. Non pas donc en finir totalement avec le phallus, car, comme il le redirait en 1980 dans Le Monde, il n'y a pas de trace d'une nature antiphallique dans l'inconscient, mais n'en dépendre pas totalement sur le mode de la logique patoute, un patou qui ne veut pas dire, vous l'aurez remarqué, un petit peu moins que tout, mais un patou qui veut dire un changement global de système logique. C'est une sortie de l'universel, le patou. Il n'y a évidemment pas que dans le champ de la psychanalyse que l'universel est à l'heure actuelle entamé, vous le savez, mais particulièrement dans le champ de la psychanalyse avec l'élaboration de la logique du patou, qui est une logique singulière, unaire. Cette logique qui représente donc un accroissement du poids du singulier représente aussi le constat décisif que ce qui est hors discours n'est pas hors logique.
Et ça aussi, c'est très important, puisque jusque-là, ce qui est hors discours était laissé peu ou prou à un repérage ésotérique, en quelque sorte. On voit ce que cette position oppose aux positions féministes et queer, qui, elles, réclament d'en finir totalement avec le phallus, ce concept païen que la psychanalyse a eu la mauvaise idée de déterrer après que le christianisme nous en avait débarrassé. Elle l'a déterré, évidemment, vous le savez, ça va de soi, parce que tout en étant exclu des discours par le christianisme, il courait dans les grammaires des discours de façon d'autant plus efficace, évidemment. Ça va de soi. Ce mât d'Ulysse, donc, c'est le phallus, certes, mais c'est le phallus signifié, donc, tel qu'il est généré dans la logique toute phallique. Là où le phi de x, la castration, est vrai de tout x. Là où en tout point, par conséquent, l'accès au rapport sexuel est impossible, à part au niveau de son exception censée y échapper, en échappant à la castration, où le rapport sexuel est donc censé avoir une chance, mais encore une fois, comme c'est un mythe, ça ne mange pas de pain. La logique pas toute phallique, elle ne produit pas ce mât. Elle ne produit pas ce signifié pour s'attacher solidement, même si elle entretient certes avec lui un rapport, avec le phallus. Parce qu'elle procède elle-même de deux versants de causalité, et non pas d'un seul. Elle n'est pas seulement telle que Lacan la présente, je cite, le questionnement de ce qui impose limite au langage dans son appréhension du réel, fin de citation. Elle est en outre, à l'inverse, quoique en continuité avec ceci, je cite à nouveau, dans la structure même de cet effort de l'approcher, dans son propre maniement, elle démontre, cette logique Patou, ce qu'il peut y avoir de réel à avoir déterminé le langage. N'y a-t-il pas là, conclut Lacan, quelque chose à prendre? Cette logique Patout concerne les deux versants de ce qui lie le rapport sexuel au langage, et pas un seul. Sur un bord, il en est empêché, je le redis, et sur l'autre, il en est suppléé, je le redis, le rapport sexuel par le langage. Elle démontre cette logique, dit Lacan, ce qu'il peut y avoir de réel à avoir déterminé le langage. Voilà le point majeur de renversement qui met la logique Patout au croisement, en somme, des deux causalités, puisque par ailleurs, elle participe aussi de la fonction phallique. Elle y est même à plein, comme dit Lacan. Une femme Patoute, elle y est même à plein dans la fonction phallique, même si elle n'y est pas toute. Là s'introduit cette double articulation décisive, la double boucle des rapports du langage et du sexe, où il n'est pas nécessaire de trancher entre les deux causes, voire il est nécessaire de ne pas trancher entre les deux causes. On peut la penser donc en termes topologiques, avec une topologie spéciale, tordue, et Lacan en dit « Je crois pouvoir en rendre compte à partir de ceci, qu'elle est liée à quelque chose qui arrive chez l'être parlant sous le biais de la sexualité. » Et il questionne, l'être parlant est-il parlant à cause de ce quelque chose qui est arrivé à la sexualité, ou bien ce quelque chose est-il arrivé à la sexualité parce qu'il est l'être parlant? Vous voyez à nouveau les deux modes de causalité jouent. C'est une affaire où je m'abstiens de trancher, continue-t-il, vous en laissant le soin. Fin de citation. Nous non plus, nous ne tranchons pas parce que les deux sont vrais en même temps. Sur le versant du sujet, le langage cause l'absence du rapport sexuel, et notamment par l'interdit de l'inceste, par la castration, bien entendu. Tandis que sur le versant du réel, c'est le réel sexuel qui cause le langage. À ne pas confondre avec le biologique, bien entendu, même s'il intervient. Attends, je vais de nouveau dire pourquoi je le dis. Oui. Parce que par rapport à Médée, oui. Définir une vraie femme comme celle qui tue ses enfants, il faut quand même être un peu ironique. Il faut être un peu ironique, notamment par rapport, encore une fois, à la définition par les psychanalystes de l'époque de ce qu'est une vraie femme. Une vraie femme, c'est celle qui ne se définit que dans l'être. Que dans l'être. Oui, exactement. C'est-à-dire, exactement, c'est pas tout. Oui. Justement. Ah ben non, mais la logique du Patou. La logique du Patou complète cette notion. Elle est bien postérieure.
Mais elle est bien postérieure, mais elle complète cette notion. Oui, mais bon, si Et, tu prends et la donc génétique. elle le D'accord. relativise. Non, mais je te dis pas que. peux pas Ah, tu t'en peux la. tenir à ça. Ah, non, mais ce que tu peux dire, et là je serais d'accord avec toi, qu'on peut relativiser ce que c'est que la vraie femme avec effectivement la Bien logique sûr. du patou, Bien que sûr. Lacan va développer bien plus tard. Donc, alors ça peut après Bien sûr. paraître risible, Mais mais. oui, parce qu'il mais n'était moi, pas je- du tout d'accord avec cette définition. Non, mais Il a plus cessé de tard, le dire. Gisèle, pas au moment où il rédige. Bon, parce qu'au moment où il rédige. Moi, je pour crois le- qu'il était déjà opposé à l'international et à l'anatomie Ah. comme destin. Il l'a dit dès les années 60. On nous a assez rebattu les oreilles avec Oui, le pénicilline. d'accord. Il était déjà dans, Oui, dans mais- ce rire. Il était déjà À là-dedans. l'époque, si tu veux, il constitue la division de ce qu'on pourrait appeler l'univers féminin, en étant d'un côté, tu le sais aussi bien que moi, la femme en tant qu'elle est l'objet du désir de l'homme, donc elle est le point de Dans l'être, l'être, oui. de la mère, Oui, bien sûr. qui est... Bah oui, enfin, Non, mais il y a ça, c'est déjà... déjà... c'est le début. Oui, mais il y a... Ben voilà, C'est le début. il faut avancer, pas à pas, parce que sinon j'ai peur qu'on n'y comprenne plus grand-chose. Alors, donc il y avait effectivement cette idée où la mère est fétichiste. C'est comme ça qu'il y a un problème. Alors ça peut gêner, ça peut être gênant, mais la position de Lacan, c'était celle-ci assez longuement, bien avant. Comme bien avant, c'est l'idée qui se fait au fond du phallus comme signifié. Parce que très tôt dans l'enseignement de Lacan, Comme signifiant. signifié. Phallus Ah comme oui, signifié. avant le signifiant. Oui, voilà. Oui, tout à Donc, fait. ce qu'il dit, Oui, mais pas au même niveau qu'après. c'est que le nom du Père, c'est le signifiant de tous les Oui, 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 signifiants, et le signifié, Oui, oui, le oui, signifié de tous les signifiés, raison pour laquelle on n'en finira jamais avec ce signifié. Donc tout ça, je crois, non, je dis tout ça parce qu'il ne faudrait pas faire, disons, faire des erreurs d'histoire de la pensée de Lacan. Je crois l'histoire de la pensée de Lacan. Moi, en tous les cas, c'est pour ça que je suis extrêmement lent, je respecte le pas à pas de la pensée de Lacan. Donc sur ces deux points. Ensuite, deuxième point, évidemment, on voit bien l'intérêt qu'il y a donc avec la formule que j'ai placée effectivement à Gisèle pour qu'elle développe. On voit comment ça éclaire le premier, la formule que j'avais demandé à Paul aussi, que Paul m'a proposé d'expliciter sur cette idée qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Alors, il n'y a pas de rapport sexuel, très bien. De là, le langage ou du langage, il n'y a pas de rapport sexuel, bon, très bien. On peut discuter. Je ne sais pas, alors on peut prendre les deux, effectivement, je crois que ce serait comme ça qu'il vaut mieux le faire. Donc, et je me demandais dans quelle mesure, au fond, on ne pouvait pas, pour expliciter le moment où il y aurait du rapport, puisque, au fond, est-ce que c'est, enfin, c'est une question que je te pose, est-ce qu'il y a, au fond, voilà, l'idée qu'il pourrait tout de même y avoir du rapport? Ben, ça dépend à quelles conditions, bien sûr. Oui, voilà. Mais donc, c'est pas... Si on dit qu'il y a du rapport qui arrive, y compris sous certaines conditions, ça veut dire que la formule « il n'y a pas de rapport sexuel » n'est pas toujours valable. C'est une contradiction Ah, ben, interne. elle s'applique dans l'universel. Oui, mais donc c'est une contradiction, en tous les cas interne, on ne peut pas dire les deux en même temps. Alors, je crois que tu avais développé toi-même un point qui m'avait, moi, à l'époque, intéressé dans un de tes bouquins, en passant par la question de la jouissance. La jouissance, je crois que c'était du texte de Lady Chatterley, où on voyait, enfin, où tu décrivais, effectivement, après une écriture bien faite d'une réussite, si j'ai bien lu, d'une réussite d'un rapport sexuel d'un homme qui finalement, en fin de course, si j'ose dire, arrivait au moment où il débande à rejoindre le bateau de la jouissance de la femme, qui fait qu'il n'y a plus, il y a évaporation d'une certaine manière de la fonction phallique à ce moment-là. Bien sûr. Et c'est parce qu'il y a évaporation de la Bien sûr. fonction phallique qu'il y a réussite Bien sexuelle d'un rapport sexuel enfin apparaissant au monde. Bon.
je voulais préciser ça pour que d'abord pour qu'on ne sorte pas complètement déprimé de la journée. On se dise, il y a peut-être quelque chose à faire, mais évidemment, il faut mettre en réserve son phallus. D'une certaine manière. Et alors, et très tôt, Lacan, dans le texte sur la sexualité féminine, indique que les femmes, au fond, elles couchent et elles jouissent avec un mort. Donc tout ça est extrêmement précoce, si j'ose dire, dans l'enseignement de Lacan, où la jouissance de la femme, jouissance se déclenche avec la mort ou bientôt au moment où juste avant la débandaison de l'homme. C'est d'expérience, ça, c'est quelque chose que j'assure. Expérience de pensée. Oui, voilà, de penser, bien sûr. Mais on a ça, effectivement. Alors, moi, ça m'a toujours interrogé, mais enfin, est-ce qu'il faut mourir pour... Oui. Mais au fond, la question, cette question de la réussite du rapport sexuel, je pense qu'il faut la faire valoir comme contrepartie de cette idée, il n'y a pas de rapport, etc. Bah si, il y en a, justement. Il y en a, mais il faut savoir, d'une certaine manière, renoncer. Alors, je me demande, alors, quand on dit renoncer à la fonction phallique. Ouais, renoncer à la fonction phallique, renoncer à la bandaison, pour parler... Fonction phallique, c'est la castration plus que la bandaison. Oui, mais sauf que quand il y a plus bandaison, eh ben, il y a le phallus qui existe, ramollo, mais qui existe quand même, et qui vient comme mémorial du phallus dans sa toute-puissance. Donc, je me demandais, bon, je ne pousserai pas ça, je n'en ferai pas une théorie, mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, d'une certaine manière, il y a l'émergence dans la relation d'un phallus mort qui a valeur de phallus précisément parce qu'il est mort et qui déclenche de par sa mort la jouissance de la femme qui, je ne sais pas, j'irais jusqu'à dire ce qu'elle cherche, c'est cette mort de la fonction phallique. Hein? Donc, Marc, voilà, oui. Ça me fait réagir, dans ton texte, dans le dernier bouquin, tu prélèves l'idée qu'il n'y a pas de rapport sexuel à part entre les générations. Alors voilà, ça c'est encore un autre, Voilà. ça c'est encore un autre point qui est extrêmement fort. Mais tu as tout à fait raison. Ça c'est toute une belle pièce à remettre dans la machine. Lacan dit effectivement, il n'y a pas de rapport sexuel, sauf entre les générations. Ce qui nous fait comprendre quoi? Ce qui nous fait comprendre que s'il n'y avait pas de rapport sexuel entre les générations non plus, on n'aurait pas besoin de l'Oedipe. On n'aurait pas besoin du principe de plaisir qui fait qu'on peut installer un fantasme, les mythes, etc., pour entraver, pour expliquer. Donc, il n'y a pas de rapport sexuel, si, il y en a. Il y en a, c'est pour ça que je discute un petit peu pour terminer tout ça, il y en a entre les générations, selon Lacan. Entre les générations, c'est-à-dire là où il est interdit. Ouais. Là où il est incestueux. Ah oui, mais il est interdit parce qu'il pourrait exister là. C'est ce que dit Lacan. Il pourrait bien exister. D'ailleurs, il existe quelquefois. Et quand il existe là, ça produit... Oui, au sens où le rapport incestueux est en quelque sorte un rapport sexuel. Oui, évidemment. C'est même le rapport Bien sûr, sexuel. bien sûr. Donc, je corrige les deux interventions. Je crois que tout ça nous permet de penser un peu mieux, enfin un peu mieux, au moins en tous les cas un peu mieux les questions qui vont ensemble. Il n'y a pas de rapport sexuel. Si, il y en a. Il y en a. Parfois. Et ça, moi, ça m'avait frappé, ce truc c'est extrêmement bien décrit. C'est D.H. Lawrence qui décrit ce moment de jouissance de la femme. C'est pas la peine de s'exténuer. Alors bon, c'est une bonne nouvelle pour les hommes d'ailleurs. Pas la peine de s'exténuer à l'extérieur, à faire. Il y a je me souviens d'analysants qui prenaient des drogues et de la cocaïne en particulier. Aujourd'hui, c'est ça. Pour du chemsex, pour bander toute la journée. Mais ça ne fait pas jouir la femme nécessairement. C'est même l'envers. C'est d'ailleurs pas fait pour ça.
Non, mais eux, par contre, c'est une jouissance. Alors tout bon, à fait. par contre, ça peut se jouer entre hommes. Ça, c'est Mais bien autre sûr. chose. Mais c'est très intéressant de voir la nécessité de mettre en réserve son organe phallique pour faire jouir une femme. Bon, ou pour qu'une femme jouisse comme elle veut d'ailleurs de l'homme ou de n'importe qui, ou d'une autre femme d'ailleurs. Raison pour laquelle il est ridicule de faire comme comment elle s'appelle, notre amie la reine du genre, de proposer, Butler, de proposer un genou pour la femme, pour remplacer le pénis de l'homme. Parce que l'intérêt du pénis de l'homme, c'est qu'il débande. Et plus il débande vite, finalement, et plus les femmes sont contentes. D'une certaine manière. Alors, pas tout de suite. Pas non rêver plus. quand même. Mais je veux dire, c'est comme ça que ça s'institue chez les femmes qui précisément, dans la liaison lesbienne où les femmes jouissent autant que les autres femmes, enfin, j'ai l'impression, d'après ce qu'on peut me raconter, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas cette fonction phallique qui vient servir de bouchon, d'empêchement d'une certaine... Alors, oui, il faut que ça bande, mais si ça veut bien débander, c'est le moment où il risque de se déclencher cette jouissance autre. Donc, il y a c'est articulé, jouissance phallique et jouissance autre. Mais la fin, la jouissance phallique peut, quelquefois, quand Dieu veut, déclencher par la mort, déclencher la jouissance haute de la femme et expliquer d'autres jouissances qui sont par exemple les jouissances lesbiennes. Merci.